Hello les Movie Riders. Un petit mot d'introduction pour présenter cet épisode un peu spécial, puisqu'avant de reprendre notre périple pour notre 32e épisode, dont vous avez normalement saisi le thème si vous avez écouté le 31e jusqu'au bout, on a eu la superbe occasion de sortir un peu de notre zone de confort pour ce hors-série qu'on vous propose ici en intégralité. Cas particulier que cet enregistrement pour nous, puisqu'il a été fait live et en public au cinéma Les Lumières de la Ville de Rumilly, à l'occasion des 9e nuits de la lecture, dans notre cas organisé par la médiathèque de la ville, destination vers laquelle nous sommes tous trois dirigés à bord de notre Dodge Challenger, aux impressionnants pouvoirs de téléportation transatlantique, n'est-ce pas, pour y présenter un film de Sidney Lumet. Un film un peu méconnu alors qu'il s'agit probablement d'un de ses meilleurs, À bout de course, Running on Empty en VO, film de 88. J'en dis pas plus ici, parce que Sidney Lumet c'est quelqu'un qu'on a abordé très tôt dans le périple de Vanishing Point en 2020, et on propose ici une approche un peu différente et on l'espère complémentaire de ce qu'on avait déjà pu en dire. Mais bon, de toute façon, 30 épisodes ne suffiraient pas à faire le tour de l'ami Sidney. La soirée s'est faite en 3 parties, donc il y avait d'abord une présentation de Sidney Lumet et du film par vos serviteurs pendant une 50aine de minutes, puis la projo du film, que nous avons revu avec le public, et spoil, on a détecté quelques yeux très rouges après le générique de fin. Puis on a eu un échange débat avec les spectateurs, qu'on remercie pour leur gentillesse et intérêt pour ce qu'on a pu leur préparer. Alors pour finir, maintenant que vous avez le contexte, 2 annonces à faire quand même. Tout d'abord, le son sera forcément moins bon que d'habitude, condition live oblige, mais rassurez-vous, comme c'est un exercice qui nous a bien plu, et qu'on a bien envie de le reproduire, on aura l'occasion d'améliorer ce rendu dans le futur. Deuxième chose bien plus importante, si l'on doit évidemment remercier le cinéma Les Lumières de la Ville et la médiathèque de Rumilly, on doit absolument tout de cet événement à Stéphane, qui travaille dans cette médiathèque et nous soutient d'une manière absolument dingue. Si vous avez vu la vidéo qu'on a postée du setup de Vanishing Point qu'il a mis en place dans sa médiathèque, vous savez de quoi je parle. C'est juste désarmant de passion et de soutien pour notre modeste podcast. Donc on le remercie 1000 fois, merci Stéphane, et tous les trois on a fait le trajet retour en se disant que décidément, il y a des personnes qui font tourner notre moteur autant qu'ils réchauffent nos cœurs. Merci bien sûr à vous de nous écouter, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant voici À bout de course de Sidney Lumet, revu et accommodé à la sauce Vanishing Point, c'était le vendredi 24 janvier 2025. Bonne écoute. Bonsoir. 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 Merci. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Pour cette présentation. Merci. Il est obligé. Le pauvre, il doit aller en cabine pour. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Merci, ça va arriver. Merci pour votre présence ce soir. Effectivement, donc vous avez bien fait. C'est la bonne salle. Oui. On va pouvoir redécouvrir le magnifique mélodrame de Sidney Lumet, À bout de course. Petite question pour commencer, qui a déjà vu le film À bout de course? Une personne. Une personne au fond. C'est génial. Parce vous avez bien de la chance parce que ça va être magnifique. Vraiment. Exactement. Pour vous le présenter, donc effectivement, on sera 3. Je vous présente mes camarades Damien et Ben. Je m'appelle Franck et effectivement, depuis maintenant presque 5 ans, on anime le podcast Vanishing Point. Et d'ailleurs, on dit aussi bonjour ou bonsoir à nos auditrices et auditeurs, puisqu'on enregistre en ce moment même cette petite déviation lumétienne qui pourront écouter en différé. Vous pouvez retrouver sur nos flux, sur les différentes plateformes de podcast. Alors, notre podcast, vous l'aurez peut-être compris, il emprunte son nom à un autre grand film d'un autre grand réalisateur américain, Vanishing Point, réalisé par Richard Sarafian en 71. Et pourquoi cet hommage? En réalité, notre émission, elle emprunte beaucoup de codes du road trip. Si on parle de road movie pour les films, on pourrait parler de roadcast finalement pour notre émission, puisque dans notre podcast, on emprunte les routes imaginaires du cinéma, on visite des lieux, on rencontre des gens, on vit des situations qui nous poussent à dégager une thématique par épisode. À chaque thématique, on choisit chacun un film, et puis l'émission est l'occasion d'en discuter ensemble, d'en débattre et d'échanger nos positions dessus. Tout en voyageant dans les États-Unis, puisqu'il y a un fond sonore qui est créé où on est dans une voiture, voilà. On discute des films dans la voiture. Tout est fait comme si on était artificiellement dans une voiture, une Dodge Challenger RT de 71 par exemple, vraiment pur hasard, au pif, complètement par hasard. Si je prends quelques petits exemples d'épisodes qu'on a pu faire, on a des tours vers Las Vegas, on avait pu aborder 3 films qui se passent dans la ville du péché par exemple. On a également été témoin d'un phénomène ovni où on a pu parler du coup de 3 films sur la rencontre extraterrestre. Vous avez pris La soupe aux choux par exemple, qui est un très bon film sur la rencontre extraterrestre. Il avait pris Premier contact de Denis Villeneuve. Oui.
qui est un autre très bon film sur la rencontre extraterrestre. Que les gens voient que c'est varié. Et personne ne se rappelle de mon film. Si, Prey, évidemment. J'ai pris Prey de Predator. un film Predator. Voilà. Et on sort pas bien dans le... Dernier petit exemple qui fera lien avec la soirée d'aujourd'hui, on a fait aussi un épisode sur la chaleur, parce que évidemment une Dodge Challenger 71, ça n'a pas la clim. Donc on avait vécu une sale journée de canicule et on avait pu parler de 12 hommes en colère, puisque c'est un film où il fait chaud. Et c'est aussi un film réalisé par Sidney Lumet. Donc Sidney Lumet, c'est un réal qu'on connaît, qu'on a déjà croisé dans notre périple, mais je pense qu'il y aura aucune redite par rapport à notre épisode 4. J'ai mis un point d'honneur à ne pas le réécouter l'épisode pour pas ressasser des trucs qu'on a déjà enregistrés. Donc là, en gros, c'est un autre travail sur le même Exactement. Alors, en vrai, Sidney Lumet a vu la carrière qu'il a. Oui, quoi faire. C'est une source inépuisable de discussion. Oui. Donc, pas de redite par rapport à l'épisode 4. En plus, il date maintenant quasiment 5 ans. Hein, donc, oui. Voilà. Les épisodes ont quadruplé en taille depuis. Aussi. C'est vrai. Donc bon, c'est un réalisateur qu'on a déjà croisé. Alors petite parenthèse par rapport à notre podcast, on les travaille pas ensemble. On les travaille chacun séparément. On se dit pas à l'avance ce qu'on pense des films, justement pour garder un peu dans l'émission la surprise des positions de chacun et la spontanéité. On a un petit peu travaillé de la même façon pour ce soir. C'est-à-dire que je sais pas exactement ce que mes deux camarades pensent du film, même si j'ai quelques petites idées quand même. J'ai pas lu vos trucs, moi. J'ai dit que j'avais lu, mais je m'en fous. Voilà. Donc Sidney Lumet, c'est un réal qu'on connaît bien, qu'on aime bien, qu'on admire même, oserais-je dire pour mes deux camarades. Bah oui, tu peux dire ça pour toi et Damien. Tout ça pour vous dire que ne soyez pas surprises ou surprises si on se coupe, si on débat, si on n'est pas forcément d'accord sur tout. On a l'habitude de de faire un podcast et donc de parler les uns sur les autres. Voilà, exactement. En tout respect. Tout honneur. Je sais pas si vous, Sidney Lumet, c'est un nom qui vous est familier, parce que c'est vrai que quand on parle de réalisateurs, on fait des classements de réalisateurs américains, etc. C'est pas forcément le nom qui vient tout de suite en tête, même si les gens souvent ont vu ces films, mais n'ont pas forcément identifié que c'était un film de Sidney Lumet. Je pense à Serpico, par exemple, ce qui est peut-être son plus connu. Un après-midi de chien aussi avec Al Pacino, Le Crime de l'Orient Express, Le Verdict, Network. Le Verdict, c'est déjà plus privé. Hein. C'est déjà un peu plus privé, c'est vrai. Mais on n'associe pas toujours ces films à Sidney Lumet. Et on peut peut-être déjà commencer par là. C'est qui ce Sidney Lumet ? Alors, moi déjà, c'est mon réalisateur préféré. Je le dis, ça n'a aucun intérêt, mais il fallait que je le dise au moins une fois. Bon, alors, juste resituer un petit peu le bonhomme pour savoir un petit peu de qui on cause. Lumet, il est né en 1924 à Philadelphie et il est mort à New York en 2011. Et quand on pense à Lumet, on pense beaucoup à New York et inversement, parce que c'est vraiment une ville qu'il a explorée. Il a fait les coins, les recoins, des imperfections de la ville, que ce soit le système judiciaire, les gens qui y vivent, les différents quartiers. Donc, c'est vraiment un mec qui a cartographié New York d'un point de vue géographique et philosophique toute sa vie, quoi. Et alors, comme tu disais, c'est une carrière qui est à la fois ample, mais je suis pas sûr que même à quelqu'un qui regarde beaucoup de films, on lui dit Sidney Lumet, de suite il a plus de 2-3 films qui lui viennent. On pourrait diviser sa carrière en 3 grandes périodes. On va dire qu'en général, il a une belle reconnaissance publique et critique, mais surtout aussi beaucoup de reproches. Le problème de ça, c'est qu'il a commencé à la télévision dans les années 50. Et dans les années 50, la télévision, c'est l'ennemi à battre. Forcément, tous les réalisateurs déjà installés, ils ont super peur de ce petit écran. Ils ont peur de se faire absorber par la petite boîte. Et donc, un réalisateur qui fait ses classes à la télé, il n'est pas bien vu tout de suite. C'est mal vu. Ouais. C'est un peu mal vu. C'est un peu vulgaire pour les gens à l'époque. À savoir qu'avant ça, Sidney Lumet, il a grandi dans les années 30 dans le milieu du théâtre yiddish. Son père était acteur aussi de théâtre. Et donc, dans les années qui ont suivi la Grande Dépression, il en a appris une chose, en tout cas lui dans son parcours, c'est que l'art peut permettre de survivre à la pauvreté. Parce que là, ils étaient tous très très pauvres, et lui, il a compris que par le théâtre, il y avait un mode de survie. Donc je pense que c'est quelque chose qui lui est resté pendant toute sa carrière. Alors dans les années 50, on diffusait beaucoup de ce qu'on appelait des live shows. En gros, c'était des séries qui étaient tournées en direct. Donc il y avait plusieurs décors, les caméras étaient placées, et les changements de plan, les cuts étaient faits en direct. Donc les caméras étaient disposées de façon à pas être dans le champ, évidemment. Ce qui demande à la fois beaucoup de technique. Ouais, c'est incroyable comme façon de faire. Bah ouais, faut tout prévoir. Il faut tout prévoir, et puis ça passe en direct. Donc s'il y a un pépin, c'est en direct. Alors, s'il y a un pépin technique, oui. Et en plus, il y a aussi un autre truc, c'est si l'acteur est pris par son rôle et qu'à un moment il part un peu dans le décor, ou qu'il commence à dire des mots qui commencent par F,
À la télévision, on peut rien faire. Donc, il raconte d'ailleurs l'anecdote que quelqu'un était un peu trop parti dans le décor dans un moment de colère, de désespoir dans une des séries. Et heureusement le mec s'est un peu calmé, mais sur le moment, c'est un petit peu flippé parce que là, on peut pas empêcher quoi. Toujours cette idée que la télévision, quand elle arrivait dans les foyers dans les années 50, il n'y avait pas de filtre. Donc on regardait ce qu'on regardait, quoi. Ce qui a coûté très cher à ceux qui soutenaient la guerre du Vietnam. Bref, c'est encore notre sujet. Tu vois, déjà digression. Bien, c'est prévu. Et donc c'est pas suite à ce parcours à la télévision qu'il va être repéré par un certain Henry Fonda, donc acteur fordien en diable, qui lui propose d'adapter pour le cinéma une pièce de théâtre qui s'appelle 12 hommes en colère. Donc là, il fait ses premiers pas dans le cinéma. Et là s'ouvre, on va dire, une espèce de deuxième période qui est très influencée par la nouvelle vague française. C'est aussi quelque chose qu'on va lui reprocher. N'oublions pas que le nouvel Hollywood est né aussi de l'inspiration de la nouvelle vague française. Alors, c'est pas pour faire cocorico, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et on va lui reprocher d'être un peu presque maniériste parfois, parce qu'il va prendre ce côté des noirs et blancs très crus, des angles qui déforment un peu les perspectives. Mais en même temps, qui fait ça, qui essaye ce nouveau style de cinéma, il fait aussi des trucs très classiques. C'est-à-dire qu'il va adapter des dramaturges très célèbres comme Tennessee Williams, Eugene O'Neill. Donc en fait, il a quand même un pied toujours dans certains classicismes en fait. Donc suite à ça, il va arriver dans les années 70, donc la décennie en général dont les gens se souviennent quand il s'agit de Lumet. Donc des films comme Serpico, t'as dit, Après-midi de chien, Crime de l'Orient Express. Un moins connu qui s'appelle The Offense avec Sean Connery. Sean Connery qui à l'époque on a déjà ras-le-bol de James Bond, donc il voit en ciné Lumet l'occasion rêvée de faire enfin autre chose de sa vie. De casser son image de James Bond. Voilà. Et donc c'est porté par la nouvelle vague qui va faire tout ça. Et l'erreur qu'on peut faire souvent avec ciné Lumet, c'est de croire qu'après les années 70, il a pu faire grand chose. Or, Lumet, c'est 44 films en 50 ans. Le premier, c'est 12 hommes en colère, chef-d'œuvre. Le dernier, c'est 7h58 ce samedi-là. Chef-d'œuvre, j'imagine. Voilà, on est d'accord. 1957-2007. Voilà. Donc 44 films, donc des fois il y a des années, il sort 2 voire 3 films, enfin c'est un truc de fou. Et les gens ont tendance à s'arrêter et dire bon, les années 70 c'était sympa, mais après les années 80 il a plus fait grand chose. Alors vous allez en avoir un exemple ce soir, j'espère que le film vous plaira. Moi je trouve que les années 80 pour Sidney Lumet sont au moins aussi bien que les années 70. Il y a plein de petites perles, dont À bout de course, Running on Empty. Et puisqu'on est aux nuits de la lecture, autant commencer à parler du bonhomme aussi en parlant de ce livre qu'il a fait, qui a été publié en 95, qui s'appelle Making Movies, qui a été traduit plus tard, 10 ans, 15 ans après, pour faire un film. Alors bon, le problème que j'ai avec ça, on a déjà discuté, c'est que lui, son titre à lui, c'est Making Movies, c'est faire des films. Alors là, la traduction, c'est faire un film, comme s'il y avait une recette, et puis on fait un film, et c'est même un peu trahir ce qu'a fait Sidney Lumet, parce que justement, il a passé toute sa vie à adapter sa technique au sujet qu'il allait aborder. On fait pas 44 films avec le même style. C'est-à-dire que si vous voyez, je sais pas, un film de David Lynch, le regretté David Lynch, Stanley Kubrick, John Carpenter, ou des gens comme ça, vous allez reconnaître le style en 3 plans. Sidney Lumet, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui fait qu'il est un peu insaisissable. Et la raison à ça, c'est que Lumet, lui, il a toujours adapté une technique à un sujet. C'est pas quelqu'un qui va tirer le sujet à lui pour qu'on le reconnaisse. Ce qui fait que il est un peu insaisissable pour certaines personnes, et c'est vrai qu'il n'y a pas un style Lumet qu'on peut trouver comme ça en disant on zappe à la télé, on dit pas c'est Lumet quoi. Si on connaît pas le film, on s'en rend pas compte. Et donc dans ce livre, c'est absolument génial. Il explique méthodiquement comment il fait pour préparer un film, comment il fait son casting, comment il décide d'abord du sujet, ensuite pour voir quel style serait le plus adapté pour le sujet. Et il parle aussi de comment il fait le montage, le son, les décors, la musique. Il y a une partie pour chaque séquence de la construction d'un film, quoi. Les répétitions, le tournage, le montage, le son, le mixage, vraiment tout est découpé comme ça. C'est aussi très généreux parce que le milieu du cinéma, c'est un milieu qui partage pas toujours, et là même s'il donne pas une formule pour faire un film, il donne la formule pour faire plein de films justement. Ouais, alors c'est ça parce que en gros, ce qu'il explique au début du bouquin, je sais pas si tu avais prévu de le lire ou pas, mais en gros, il dit là-dedans, vous allez pas trouver des anecdotes sur quelle star a fait une overdose, qui couche avec qui, ou ce genre de conneries. Ça, c'est pas ce qui l'intéresse. Si jamais il devait y avoir une anecdote un peu dark, un peu scabreuse, il va anonymiser les gens dont il parle pour expliquer comment lui, en tant que réalisateur, il s'est adapté à ce problème qu'il y avait sur le tournage.
Bon, ça s'appelle la classe. Hein. Et donc voilà, donc chez lui, il n'y a jamais d'ego trip. C'est-à-dire toujours, je mets mon art au service du sujet. Tant que j'ai pas trouvé le sujet, je fais pas le film. Ce qui explique pourquoi il a été aussi versatile, qu'il a fait autant de choses, quoi. Alors, attends, excusez-moi. Ah oui, parce que du coup, je voulais comparer. Je fais mon truc classique avec Claude Sauté. En fait, s'il fallait je sais. Bien, vas-y, la petite marotte de Damien. Ouais, c'est ma petite marotte. Claude Sauté, il raconte dans ce qu'il a fait que pour lui, être réalisateur, c'est par le travail, effacer les traces de travail. On s'efface derrière le sujet. Je pense que Lumet, c'est vraiment la version outre-Atlantique de ce que dit Claude Sauté. Et si je devais penser à un réalisateur, je penserais plutôt à Howard Hawks, par exemple, qui est resté très longtemps dans les studios, qui a fait des films, des comédies, des films de guerre, des films d'horreur. Donc moi j'aime bien comparer ces trois personnes parce que il y a une espèce d'humilité, tout en ayant une qualité artistique absolument que moi je trouve indépassable. Du coup, on va pouvoir passer. Tu voulais donner quelques petits exemples, c'est ça Ouais, alors je voulais juste, histoire qu'on s'habitue un petit peu à l'œil, je voulais montrer quelques exemples. Par exemple, ceux qui ont vu Un après-midi de chien. Au début, je sais pas si vous vous souvenez, il y a des plans des rues de New York. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a filmé sauvage, comme ça, en guérilla. Pourquoi ? Parce qu'il met en place un décor réel, et ensuite seulement John Cazale et Al Pacino arrivent dans le décor. Donc c'est les acteurs qui arrivent dans un décor qui préexiste, et on va pas faire une espèce de décor flamboyant pour accueillir Al Pacino. Ça, c'est un exemple. Dans Le Crime de l'Orient Express, le principe est simple, c'est un casting all-star. Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery, Anthony Perkins, Richard Widmark, enfin bon, la liste elle est longue comme ça. Et lui, là, il veut faire un film ultra glamour, un film qui est beau à voir. Donc là, il va tout donner, que ce soit les décors ou la musique, les couleurs, il va tout donner pour que le film soit le plus agréable et glamour possible. Donc on n'est plus du tout dans le côté guérilla qu'il y avait dans Un après-midi de chien. Et un autre film un peu méconnu, je pense, 81, qui s'appelle Le Prince de New York. Qui, bon, c'est juste une merveille, qui permet de confirmer ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même les années 80 chez Lumet, c'est pas de la blague. Et là-dedans, c'est ça qui me faisait la remarque, il le dit dans un documentaire qui s'appelle By Sidney Lumet, où en gros, il va raconter quelqu'un qui est en proie à un flic qui va devenir un indique, donc il est en proie à plein de choses, le monde se referme un peu sur lui, donc il va jamais filmer le ciel, à part dans une scène. Ouais. Tu disais c'est quand le personnage... Ouais, c'est pas un spoil. C'est quand le personnage réfléchit à se suicider. Voilà. Où là, je crois qu'il veut sauter d'un pont. Ouais. Voilà. Et donc là, effectivement, c'est le seul plan où il filme avec le ciel, parce que le ciel, c'est l'échappatoire, quoi, à ce moment-là. Sinon, tout le reste du film, on ne voit jamais le ciel. Et sachant que le personnage principal du film s'appelle Cielo, ce qui veut dire ciel en italien. Donc, en plus, il met une petite ironie là-dedans. Et un autre exemple, avant qu'on passe à Daniel, du coup, il y a moins connu aussi, peut-être, tu l'as cité, Le Verdict, avec Paul Newman. 1982. 82. Belle année, 82. Qui raconte comment, en fait, un avocat alcoolique, devenu complètement cynique et désabusé, va prendre une affaire parce qu'il a besoin de thunes. Et au fur et à mesure, il va se prendre conscience de l'importance de l'affaire, à la fois pour la victime qu'il doit sauver, et pour lui-même. Donc c'est une histoire de rédemption, on pourra revenir tout à l'heure. Chez Lumet, la rédemption, c'est quand même, sans trop le côté trop catho, qui peut être un peu relou. Oui, lui, il y a quand même une rédemption. Puis sans le pathos qu'il peut y avoir aussi. À la limite. Et il y a un plan dans Le Verdict où à un moment il va à l'hôpital prendre une photo pour le dossier de la victime qui est sur un lit d'hôpital, avec les vieux Polaroid, vous devez connaître. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il prend photo de cette victime, et la caméra filme le Polaroid qui va apparaître. Pendant 10-15 secondes, on voit cette image apparaître. Donc en fait, ça va être la prise de conscience de Paul Newman que là, il y a quelque chose qui se passe. C'est tout con, hein, c'est une caméra qui filme un Polaroid. Et c'est absolument parfait, c'est beau à pleurer. Et avant de conclure en tout cas ma partie, parce que je suis déjà en train de digresser, un film qui est un peu jumeau avec celui que vous allez voir ce soir, c'est un film qui est de 83, qui s'appelle Daniel. Daniel, ça raconte en fait, c'est une adaptation d'un fait réel, qui est des époux qui s'appelaient les Rosenberg, qui dans les années 50 ont été accusés d'être des espions pour le bloc soviétique. Et ils ont été exécutés en 53 sur la chaise électrique. Et donc le sujet du film, c'est pas chaise électrique ou ça, c'est qu'est-ce qui reste pour les enfants? Comment on fait? Quel est l'héritage imposé aux enfants? Comment on fait pour que les passions des parents n'impactent pas trop les enfants, et quand c'est le cas, comment ils font pour s'en sortir? Et donc là, il se pose la question, comment on fait pour l'aîné de 20 ans, 30 ans après? Il y a le fils, lui, il s'en fout, il veut pas savoir ce qui s'est passé avec ses parents, il laisse mettre ça de côté. Sa sœur, lui, elle a porté le flambeau du mouvement contestataire que représentaient ses parents. Et donc là, on a deux mondes qui s'opposent.
Et donc, comment Sidney Lumet va filmer ça? Là, ce qu'on voit, c'est que, en gros, le passé, il y a 3 époques. Le passé des années 50, le moment où ils vont être arrêtés et qu'ils vont finir sur la chaise électrique, et ensuite le présent pour le personnage de Daniel. Donc, en fait, dans le passé, il y a cette image un peu sépia, qui est un peu classique, mais pour marquer un petit peu une espèce de période de passion et d'idéaux. D'accord? Donc, une image assez léchée, presque mélancolique et romantique. D'accord? Dans le présent de Daniel, c'est tout moche. D'accord? En gros, dans la partie passée, il met des filtres sépia, là, il n'en met aucun. Donc là, le monde est assez cru, il est brut. C'est vraiment de l'image filmée très, très directe. Très froidement, ouais. Très froidement. Et au fur et à mesure du film, Daniel va prendre conscience qu'il est passé à côté de quelque chose par rapport à ses parents. Et donc, ce que va faire Sidney Lumet, c'est qu'il va enlever les filtres en filmant le passé, il va commencer à en rajouter pour filmer le présent de Daniel. Comme s'il y avait une porosité qui se faisait entre les 2 époques, au fur et à mesure de sa prise de conscience. Donc on voit que c'est un procédé totalement différent de ce que je disais de Paul Newman avant, mais c'est la même idée. Effectivement, c'est un des plans finaux où, qui est dans le présent. Oui. Donc la temporalité qui était dans des couleurs assez froides au début de film, et là en fait il y rajoute la chaleur parce qu'enfin le personnage il s'est vraiment intégré et là en fait on le voit dans cette scène là, il va rejoindre ensuite les mouvements contestataires contre la guerre du Vietnam des années 60. Il va trouver lui aussi son combat parce que c'est les années 70, c'est être le Vietnam. Et en fait la prison là où sont ses parents, elle va être filmée exactement comme son présent à lui au départ, c'est-à-dire de manière très froide, très clinique. Donc quelque part il y a une inversion. Sa vie c'était un peu la mort qui ressemblait à l'héritage des parents et lui-même va trouver sa nouvelle vie. Donc ça c'est quand même vachement puissant et on verra que dans À bout de course que vous allez voir tout à l'heure, il y a quelque chose d'un peu similaire qui est fait, mais encore une fois filmé différemment. Et donc lui, le film que vous allez voir ce soir, c'est Running on Empty, À bout de course en français, un drame américain donc de 1988, comme Damien l'a présenté, de Sidney Lumet, et écrit par Naomi Fauner, avec notamment, on le voit sur l'affiche, River Phoenix, le frère de Joaquin Phoenix, qui est toujours en activité aujourd'hui, frère de Joaquin Phoenix, qui est malheureusement mort prématurément en 93, à l'âge de 23 ans, mais qui a tout de même trouvé le temps de jouer chez Gus Van Sant, dans My Own Private Idaho, chez Peter Weir dans The Mosquito Coast, chez Rob Reiner dans Stand By Me. Oui, ça. Stand By Me, bon. Vous avez vu ça, Stand By Me? Ouais, bon. Le monsieur, il a tout vu. Oui, partons pas sur Stand By Me. Restons sur, oui, pardon, c'est bien, c'est tout. Il a joué chez Joe Dante dans Explorers et il a même joué chez Steven Spielberg dans Indiana Jones, c'est la dernière croisade où il joue le jeune Indiana Jones. Ouais. On trouve aussi au cast Judd Hirsch, un second couteau, rôle secondaire d'à peu près tout le monde, au cinéma et à la télévision depuis 71. Vous le verrez dans le film, vous aurez déjà vu sa tête, même si on n'arrivera pas à se rappeler dans quel film, mais on l'a déjà vu. Accompagné de Christine Latty, qui est surtout une habituée de la télévision depuis les années 80, à part ce film de Lumet où elle a un rôle génial. Oui, un des plus beaux rôles du monde, ouais. Et la jeune Martha Plimpton, qui joue le love interest du film, on n'en verra pas plus, et qui a joué dans les Goonies de Richard Donner dans les années 80. L'idée du script vient de 2 producteurs au départ, Amy Robinson et Griffin Dunn, qui ont une boîte de prod qui s'appelle Double Day, et qui ont l'idée de faire le film ou d'engager quelqu'un pour écrire le scénar, après avoir lu un article à propos d'un élève de lycée qui rentre un jour chez lui et qui voit ses parents se faire arrêter par le FBI, et qui se demande qu'est-ce qui se passe, qu'ont fait mes parents. Ils vont donc engager Naomi Fauner qui va écrire le scénario et elle va y injecter des éléments personnels qui concernent ses amis radicaux militants dans les années 70, dont l'histoire d'une de ses camarades de classe de l'université de Columbia qui avait dû disparaître en 1969 après être entré dans un collectif anti-guerre du Vietnam qui s'appelait The Weathermen ou The Weather Underground, et qui refait surface dans les années 80 et qui partage avec son amie donc Naomi Fauner les difficultés qu'elle a rencontrées dans la clandestinité, notamment le fait qu'elle a élevé 2 enfants tout en restant cachée pendant 20-30 ans dans l'Amérique. Chose qu'on retrouvera dans le film donc, puisque c'est plus ou moins le sujet du film que vous allez voir ce soir. Le script a été écrit au début des années 80 et puis il est mis de côté. Il n'intéresse personne en fait, pendant 3-4 ans il est mis de côté, jusqu'à ce que Sidney Lumet tombe dessus et décide de l'adapter en 87, il commence la prod et le film sortira en 88. C'est un film qui a un budget de 7 millions de dollars, ce qui est assez petit pour un film américain même de cette époque. Ça correspond au budget d'un
Aujourd'hui, vraiment d'un petit film indépendant. Ouais, d'un film indépendant ou D'un épisode de Plus belle la vie aussi, je pense. ouais, ou du cachet d'un acteur de série Netflix, en gros. Lumet réussit à faire baisser le budget, d'ailleurs, il passe de 7 millions à 6,6 millions. Ce qui est un peu un truc habituel chez lui. Très souvent, il a un budget alloué et en fait, il va même pas utiliser tout le budget, tout le temps de tournage. C'est tellement préparé que les prises de vue prennent moins de temps que prévu. Ouais, pardon. Non, Parce qu'il prépare énormément en amont. Je l'ai pas dit avant, mais c'est déjà 2 semaines de répétition pour tout le monde, pour les acteurs. Il y a des réalisateurs qui font même pas un jour. Hein. Donc lui, c'est 2 semaines, 3 semaines de répétition. Donc en fait, quand ça commence, tout le monde est surprêt. Et surtout, c'est tellement prêt que s'il y a de l'improvisation, on sait comment la gérer et l'intégrer. C'est pas de la répétition pour répéter, c'est pour être le plus confort possible, pour qu'à un moment l'acteur puisse aller jusqu'au bout de ce qu'il ressent sur le moment où il le joue. Voilà. Les prises de vue ont commencé en août 87 à New York. On n'a pas la durée totale du tournage. On a cherché un peu partout, mais c'est pas dit. Mais je pense que c'est quelques semaines, j'imagine, 2-3 semaines de tournage. Filmé à New York, au New Jersey et en Floride, je précise, parce que de nouveau, comme le disait Damien, c'est quelqu'un qui aime bien filmer en milieu naturel et l'histoire se passe en Floride, New Jersey, New York, et donc c'est filmé Floride, New Jersey, New York. Et le film a tout de même gagné le Golden Globe du meilleur scénario en 89. Voilà un prix pour un scénario qui a du sens. Alors, un succès. Aucune référence avec le dernier festival de Cannes. Un succès critique, alors effectivement, des nominations, quelques récompenses, mais pas un succès commercial. Non. Parce que le film va rapporter 2,8 millions, alors qu'il en a coûté donc 6,7. Alors c'est pas une surprise, pas pour Lumet en tout cas, parce que en fait ça fait partie de ces films où il accepte de baisser lui-même son cachet de réalisateur habituel, parce qu'il sait très bien que c'est un film qui a pas un énorme potentiel commercial, mais il veut absolument le faire. Donc il va lui-même baisser son salaire. Et puis un échec que je considère injuste vu la qualité du film, mais qui est pas surprenant, notamment pour la manière dont a été marketé le film par le studio. Puisque le studio, en voyant River Phoenix sur l'affiche, se sont dit ça c'est un film pour les adolescents et adolescentes. Alors que en 88, les gens de 20 ans ne pouvaient pas connaître l'existence de militants la guerre de Vietnam, qui ont été poussés à la clandestinité, etc. D'ailleurs, tout ce contexte historique d'opposition à la guerre du Vietnam, ça fait partie des raisons pour lesquelles on a choisi ce film ce soir. Puisque c'est, vous le savez très bien, une soirée qui s'inscrit dans les nuits de la lecture, dont le thème est les patrimoines. Et les patrimoines, c'était pas un thème facile. Non. Soyons honnêtes, on s'est un peu cassé la tête pour le film. Ouais, ça a pris du temps. Stéphane en est témoin. On a eu plusieurs idées de films. Merci pour ta patience d'ailleurs. Parce qu'il existe en réalité plusieurs idées du patrimoine, plusieurs sens, plusieurs définitions. Et le patrimoine, c'est notamment notre patrimoine collectif, c'est-à-dire notre héritage historique commun. Alors c'est vrai que dans À bout de course, c'est plutôt l'héritage historique américain, puisque Lumet est un réalisateur américain. Le lieu de l'intrigue, c'est aux États-Unis. Mais finalement, les mouvements de lutte contre la guerre du Vietnam, c'est un mouvement qui s'est aussi internationalisé, bien sûr, notamment en France, parce qu'il y avait le passé, le souvenir douloureux de la première guerre d'Indochine. Oui. Et puis c'est une forme de contestation, notamment étudiante à l'époque, qui a permis l'émergence de nouvelles formes de mobilisation et qui a inspiré de nombreux mouvements sociaux ultérieurs. Là, je pense notamment ceux de mai 68, qui sont beaucoup inspirés et qui ont une même forme et d'ailleurs presque même des revendications assez proches, qui critique un système jugé dominateur, impérialiste, injuste. Donc un mouvement initialement américain certes, mais qui a tout de même eu des répercussions sur notre histoire, sur notre culture historique nationale. C'est un mouvement qui d'une certaine manière a pu directement ou indirectement, de façon consciente ou non, forger votre génération, celle de vos parents, celle de vos grands-parents en fonction de votre âge, et peut-être même que encore aujourd'hui dans certains milieux ou certaines familles en France, ce mouvement-là est encore à la source de certains réflexes ou de certains positionnements idéologiques ou politiques qui sont transmis comme ça de génération en génération. Et on touche là le cœur du sujet du film, vous le verrez, c'est la transmission intergénérationnelle. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est Sidney Lumet dans son propre bouquin. J'avais prévu de vous lire deux courts passages
C'est dans la partie où il explique comment il choisit justement de faire les films qu'il choisit. Et il indique dans son bouquin, j'en reviens à cette question cruciale qui résume toutes les autres. De quoi le film parle-t-il ? On ne peut commencer le travail tant qu'on n'a pas défini les limites du sujet, c'est la première étape. La réponse à cette question est le lit de la rivière, elle déterminera le cours du film, orientera toutes les décisions. Donc on a presque une méthodologie un peu académique comme ça, comme c'est intervenu sur une disserte de philo où il faut d'abord redélimiter les termes du sujet, etc., redéfinir. Pour chacun de ces films, Lumet va définir le sujet central du film, qui va essayer ensuite de traduire, de diffuser dans toutes les composantes du film, aussi bien dans l'écriture des personnages, dans leur interprétation, dans la mise en scène, les cadres, les couleurs, on l'a vu dans l'exemple de Daniel, la lumière, les décors, etc. Et pour À bout de course, voici ce qu'il écrit. Donc, quel est le sujet d'À bout de course ? Qui paie le prix des passions et des engagements des parents ? Réponse, eux-mêmes, mais leurs enfants aussi, bien qu'ils n'ont choisi ni ses passions, ni ses engagements. C'est vraiment, dans À bout de course, mais également dans Daniel, on a vraiment cette question du patrimoine au sens familial et intime. Donc, c'est la deuxième définition qu'on pourrait donner au patrimoine. C'est-à-dire un ensemble de valeurs, un ensemble de traditions, d'histoires, propres au cercle familial, une sorte d'héritage qui, comme tout héritage, est constitué d'un actif idéologique, mais aussi et peut-être surtout d'un passif moral. Et un passif qui peut être de plus en plus lourd à porter pour les générations descendantes. Et c'est ce que vous allez voir finalement dans ce film À bout de course, c'est le poids des actes des parents supportés par la génération suivante jusqu'au moment où cet héritage il est remis en question. Parce que Danny, donc interprété par River Phoenix, c'est un lycéen préadulte, ce qui fait de À bout de course un coming of age movie finalement, un film sur le passage à l'âge adulte. Et ce personnage, il est déchiré entre son patrimoine, son attachement à ses parents et à leur combat, qu'il a toujours connu, en fait, il a toujours vécu cette vie de clandestinité. Et d'autre part, sa volonté de plus en plus forte de construire sa propre identité, finalement. De s'émanciper de l'héritage de ses parents. Exactement. De ses parents. Ouais. Et en cela, le film rappelle qu'un héritage, c'est pas quelque chose de figé, c'est au contraire une construction dynamique, sociale, qui est constamment en évolution et qui peut être remise en question. Je fais un petit lien avec un autre film plus récent, de 2016, qui s'appelle Captain Fantastic. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, de Matt Ross avec Viggo Mortensen dans un des rôles principaux. C'est l'histoire d'une famille qui vit en autarcie dans une forêt, dans un mode de vie et d'éducation qu'on pourrait juger d'alternatif. Alternatif, voilà. c'est bien. Et dans Captain Fantastic, c'est un bouleversement, un drame familial qui va pousser l'aîné de la fratrie encore à aussi s'émanciper de son cercle familial. D'ailleurs, dans les deux films, dans Captain Fantastic comme dans À bout de course, ça passe par l'entrée à l'université, qui cristallise souvent ce passage à l'âge adulte. On peut citer même American Graffiti finalement de George Lucas, qui a aussi ce moment le passage entre le lycée et l'université, qui fait qu'un jour on est un adolescent et puis un jour le lendemain on est un adulte. Avec dans American Graffiti l'ombre du Vietnam. Aussi, tout à fait. C'est quelqu'un qui doit partir, donc c'est un peu leur dernière soirée ensemble. Donc là c'est un peu le passage à l'état d'adulte précipité, quoi. Oui. Forcé, quoi. Un peu vénère, ouais, tout à fait. Et vraiment, je trouve que c'est un double programme assez intéressant, Captain Fantastic À bout de course. Et puis c'est pas pour faire de l'auto-promo, si mais vous pouviez rajouter un film après le film prévu ce soir. C'est pas pour faire de l'auto-promo, mais en plus on en a causé de Captain Fantastic. Donc, si vous c'est voulez, pas la promo, ils sont gratuits les épisodes. Voilà, donc épisode 24, si vous voulez avoir une longue discussion sur À bout de course et sur la carrière de Matt Ross en particulier. Et en plus, je sais de sources sûres qu'il est disponible à la médiathèque de Rumilly, Captain Fantastic. Si je reviens à bout de course, vous allez très vite voir que le sujet central du film, ce sont ces relations familiales-là. Et surtout, qu'est-ce qu'adviennent de ces relations familiales avec un patrimoine intime qu'on souhaite perpétuer ou au contraire abandonner. Et bon, navré, à part pour monsieur, pour celles et ceux qui n'ont encore jamais vu le film, je vais vous divulgacher, spoiler juste le style du film, le ton. Ne vous attendez pas à un thriller policier plein de suspense.
ce qui aurait pas été déconnant, parce Non, que il sait faire. Hein. il sait faire, et puis avec ce synopsis d'une famille fugitive recherchée par le FBI, on aurait pu très bien imaginer quelque chose de plus tendu. Enfin, Olivier Marchal n'aurait pas fait le même film, par exemple. Voilà. Qui ça? Et d'où tu le sors, Olivier Marchal? Donc, en réalité, malgré ce contexte et ces personnages, Fincher, quoi. oui, j'aurais pu citer Fincher, effectivement. Pareil. On l'a fait. On coupera au montage, on verra ça. Olivier Marchal. On verra ça en post-prod. Fincher, quoi. Malgré ce contexte et ces personnages qui ont quand même un haut potentiel cinématographique, c'est quelque chose que le cinéaste va très vite mettre ça, en arrière-plan pour s'intéresser à ce qui l'intéresse vraiment, ce qui sont les relations familiales. Et c'est super que tu aies pris Daniel en exemple tout à l'heure, parce que comme tu l'as dit, c'est deux films qui partagent la même thématique, le même sujet. Moi je trouve que l'un prolonge l'autre, mais on pourra en discuter après la séance si on a un petit peu de temps. En tout cas, les deux films ont leur qualité, et je trouve qu'une des qualités d'À bout de course, c'est d'aller un peu plus loin dans les relations familiales, parce que l'intrigue, vous allez le voir, s'inscrit surtout autour de Daniel, donc ce personnage avec ses parents. Mais À bout de course va aussi fouiller dans les relations des parents avec leurs propres parents. Et en ça, je trouve que ça donne une dimension un peu plus profonde au film. Et voilà, j'avoue ma hot text de la soirée, ma prise de position un peu radicale. Je pense que Danny n'est pas le personnage principal de ce film. Oula. Voilà, on en discutera après. Je sais que ça va teaser et tout le monde va rester dans la salle très tard. Je vois, tu vas en pour dire. en savoir plus. Je crois que je vois. Dernier petit point sur le patrimoine. J'ai déjà donné 2 définitions. Il y en a une troisième qu'on avait un petit peu pensé, et puis ça fera le lien avec les aspects techniques de mise en scène et dans quel courant Ciné Lumet s'inscrit. Notre patrimoine, c'est aussi notre patrimoine culturel, c'est-à-dire la somme des œuvres qui constituent nos arts et notre savoir collectif. Et je pense que c'est pas un hasard si À bout de course commence par ce plan. On a ce plan alors là on le voit pas très bien parce que c'est une image arrêtée, mais c'est une ligne d'une route qui défile devant la caméra. Pendant tout le générique, on a la ligne blanche de la route qui défile sous la caméra, et je pense que c'est pas un hasard parce que c'est un plan qui renvoie instinctivement à un genre cinématographique, un genre qui est instinctivement lié à cette décennie 60-70, et que dans Vanishing Point on apprécie tout particulièrement. Je sais pas si quelqu'un l'a peut-être deviné, un genre cinématographique avec des routes. C'est le road movie, tout à fait, bien sûr. Le road movie, parce que le road movie, c'est vraiment le genre cinématographique qui va, dans les années 70, illustrer la perte des idéaux et des espoirs nourris dans les années 60. C'est pas pour rien que on retrouve ce type de plan de ligne de route qui défile dans Easy Rider en 69, dans Vanishing Point en 71 évidemment, dans Taxi Driver en 76 et jusque dans Mad Max en 79 par exemple. Donc on peut très bien appréhender aussi À bout de course comme une sorte de road movie. Moi je rajouterais un road movie contraint. Tout à fait. Une étape de road movie. Enfin, parce que effectivement vous allez le voir, le film commence avec une fuite, se finit avec une fuite. L'important c'est un peu ce qu'il y a entre les deux. Ouais. Mais ça prend l'inverse du road movie, puisque là la route est synonyme de prison. Même c'est pas parce qu'ils se déplacent qu'ils sont libres. Ce qui est l'inverse du road movie tel qu'il est né à la fin des années 60, des années 70, où en fait prendre la route c'est être libre. Ouais. C'est je fais le trajet, puis après je reviens chez moi, je sais mieux qui je suis. Ouais. Là, c'est presque l'inverse de ça, sans trop dévoiler, on discutera tout à l'heure. Mais voilà, c'est intéressant de voir en miroir de ce qui a été fait avant et de là d'où vient Ciné Lumet aussi, quoi. Ouais. C'est vrai que malgré le surplace géographique, il y a un chemin qui se fait dans la tête de Danny, et c'est peut-être ça qui est le plus important, tout à fait. Pour être honnête, moi, ce plan, je trouve que c'est un générique qui jure un peu avec qui jure un peu avec la direction artistique du film. Je trouve il est à part. Je suis pas loin d'être d'accord en fait. Voilà. mais c'est pour moi ni une erreur ni un mauvais choix. Je pense que c'est vraiment une volonté de Ciné Lumet de nous pas mal, Ciné Lumet. Ciné Lumet, c'était pas. Il nous renvoie directement à notre patrimoine culturel à nous, quoi. Non, je suis d'accord. Directement, on fait. Et je pense que c'était un hommage prévu à David Lynch aussi. À Lost Highway? À Lost Highway, oui, je pense, mais en avance. J'ai pas cité Lost Highway, mais évidemment, il y a aussi un générique. Dont on a parlé aussi dans un épisode il y a pas si longtemps. C'était pour tonton David Lynch. Ouais, on l'aime. Elle est pas mal, ça. Elle est pas mal. Donc voilà, ce plan, il nous renvoie à notre patrimoine culturel. Ciné Lumet, c'est un réalisateur qui est
très cultivé et qui fait beaucoup confiance à l'intelligence du spectateur et du spectatrice et de la spectatrice pour justement avoir ce patrimoine et pouvoir faire des connexions tout seul. Lui, il le connaît très très bien. En tout cas, Sidney Lumet, son patrimoine culturel, il en fait même intégralement partie avec 50 ans de carrière. Et il n'hésite pas à s'inscrire dans des courants, dans des genres cinématographiques. Et là, c'est une transition. C'est une transition. Même si la transition est parfaite, faut pas dire que c'est une transition. Ah, c'est ça, mais c'est à chaque fois, ça fait plus humain. On va revenir un tout petit peu sur le style de Lumet et après, promis, on vous montre le film parce que je pense que les gens veulent le film. Donc, Sidney Lumet, c'est un réalisateur qui aimait le réalisme, voire je dirais même le naturalisme, ce que Damien a un peu présenté tout à l'heure aussi en le comparant à Claude Sauté. L'idée de donner au cinéma l'illusion de représenter la réalité et de rendre l'aspect technique, les mouvements de caméra, le montage, les décors, quasi invisibles pour le public. Comme ça, le public se concentre sur l'histoire, sur les personnages, sur leur vie, sur ce qui se déroule à l'écran, et on oublie que vous êtes en train de regarder un film, même si là, vous serez bien au courant parce qu'on a présenté le film. En ça, j'ai trouvé qu'on pouvait le rapprocher de la tendance, de la tradition néo-réaliste des années 50, notamment le cinéma italien de Rossellini ou de Visconti. Simplement, au cinéma, le néo-réalisme est caractérisé par l'idée d'authenticité avec une série de points à respecter et auxquels vont correspondre tout à fait le film de ce soir. Je voulais vous faire ça rapidement. On estime que pour qu'un film soit caractérisé de néo-réaliste, il faut qu'il y ait un contexte social défini. On verra ce contexte dans À bout de course avec les différents anciens militants, représentants de la contre-culture des années 70, etc. Il faut normalement un sentiment d'actualité historique et d'immédiateté. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve, je pense, Damien confirmera, dans tous les films de Lumet. Généralement, à chaque fois, les films de Lumet se passent à l'époque où ils sortent. C'est-à-dire que là, on est à la fin des années 80. Le film sort à la fin des années 80, se passe à la fin des années 80. Je suis pas sûr qu'il ait déjà fait un film qui soit pas tout à fait raccord avec Crime de l'Orient Express, un peu. Okay. Donc Daniel, il s'intéresse un peu au passé des années. Mais pour revenir à la période. Mais oui, voilà, mais ça part du présent, quoi. Voilà, toujours. De nouveau, pour le néo-réalisme, il faut un engagement politique. Alors, ce que le film a clairement avec la figure des militants. Mais aussi, il y a un peu un engagement politique dans tous les films de Lumet qui estimait que même si le cinéma a une dimension d'entertainment, de divertissement, il faut aussi que le cinéma pousse le spectateur à examiner une facette ou une autre de sa propre conscience. Et il y a la notion de famille, il y a la notion de patrimoine, etc. Mais aussi cette notion politique dans le film. Et en fait, se poser des questions sur la politique, sur sa famille, etc. C'est examiner sa conscience. Je pense que ça rentre dedans. Il n'y a pas de politique sans sociologie, donc forcément où tu nais, comment tu évolues, détermine aussi pas mal tes opinions. 3 autres caractéristiques. Il faut tourner en extérieur dans des lieux réels. On en a déjà parlé tout à l'heure. Donc c'est des prises de vue réelles. Il y a rien de filmé en studio. Donc c'est un peu de nouveau cette idée de l'authentique qui s'oppose à l'artificiel, et effectivement il filme carrément dans les villes où c'est censé se passer, etc. alors qu'il n'est pas obligé au cinéma. Avant-dernière caractéristique, c'est un rejet des certaines règles classiques d'Hollywood, notamment ne pas hésiter à employer des acteurs amateurs ou des amateurs non professionnels. Ce que Lumet a fait toute sa carrière. Il a lancé la carrière de plein d'acteurs qui n'étaient des acteurs amateurs au départ. Il a employé des acteurs qui n'ont joué que dans ses films et qui n'ont rien fait ensuite. Ou typiquement, pour un après-midi de chien, tous les figurants que vous voyez dehors, c'est des gens qui habitent le quartier. Et d'ailleurs, dans l'après-midi de chien, il demandait aux acteurs comme aux figurants de venir avec leurs fringues à eux. Pas de costumière, déjà ça économise des sous, mais surtout les gens sont plus à l'aise et au moins on a le vrai personnage, quoi, voilà. La vraie personne. Si on veut vraiment avoir quelque chose de cosmopolite, on demande aux gens de la rue de venir. Donc vraiment les gens que vous voyez dans la rue, c'est eux à cette époque-là, quoi. Et dans le cas de Lumet, il y a un autre rejet de l'Hollywood classique, on va dire. Il a jamais filmé en cinémascope ou en anamorphique. Si vous savez pas ce que c'est, simplement il a jamais filmé en écran large, en fait. Lumet, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais il n'a jamais filmé en écran large. Dernière caractéristique du néoréalisme, c'est d'avoir un style documentaire. Alors Lumet, c'est pas forcément un réalisateur qu'on va associer à la caméra portée à l'épaule ou quelque chose comme ça du style documentaire, par rapport à quelqu'un comme William Friedkin, par exemple, de French Connection. Il n'hésite pas à poser sa caméra, Lumet, à utiliser le trépied. Sacro-saint trépied. Le sacro-saint trépied. Plus de trépied dans la vie. On aime bien le trépied, voilà. Mais il a cette tendance à ne pas utiliser de format large et donc à resserrer son cadre.
ce qui s'apparente un peu plus à du documentaire qu'à un grand cinéma d'épopée, quelque chose comme ça. Et comme l'a dit Damien tout à l'heure, c'est un réalisateur qui répète beaucoup avec ses acteurs, minimum 2 semaines avant le début du tournage. Et du coup, lorsqu'il tourne, il ne fait que 1 ou 2 prises maximum par scène. Lumet fait jamais plus que 2 prises par scène. S'il rapproche du documentaire, parce que comme lorsque vous filmez quelqu'un en train d'agir dans la vraie vie en termes de docu, pour vous donner une petite idée comparative, c'est marrant. Lumet, il fait 1 ou 2 prises. Christopher Nolan, lui, fait jusqu'à 100 prises par scène. Oui. Ça donne Ou Kubrick. Oui. Kubrick, c'est ça. Et de nouveau, ça le rapproche du côté authentique ou du côté documentaire de la chose. Je te laisse la lourde tâche d'essayer de faire avancer le bazar. Pour ce qui est juste du décor, le décor naturel, Lumet, il dit un truc intéressant. Il dit qu'en fait, il a exploré un peu tous les genres, mais pas le western. Et il le dit clairement, très honnêtement, dans le bouquin. Il dit, moi, je saurais pas où mettre ma caméra pour commencer un western, parce qu'il a besoin d'un décor contraint où les acteurs et les personnages puissent évoluer. Et qu'en plein désert, vous êtes un peu perdu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est jamais intéressé à ce genre-là. D'où aussi le format d'image, je pense. Bien sûr. Hein. Les cadres resserrés de Lumet donnent un côté donc authentique au film, en partie parce qu'on oublie la caméra, on a l'impression d'avoir le point de vue de quelqu'un qui participe à l'action. Donc là il y a une image et puis celles-là qui sont passées, on pourrait avoir l'impression qu'on est sur le parking avec ces gens, on voit ce qu'ils font, etc. On n'a pas le point de vue, un point de vue omniscient, quelque chose dans le genre. Les personnages remplissent souvent l'intégralité du cadre, hein, même sur cette image-là elle est pas mal parce qu'on a l'impression presque qu'il n'y a pas assez de place pour faire tout rentrer, hein, voilà. Et lorsque le cadre pourrait être trop large, il peut faire ce genre de choses qui est de créer un cadre dans le cadre. C'est-à-dire que là, dans cette image, on pourrait avoir une image un peu plus large, mais en filmant les 2 gamins, Ant et le chien. Le toutou. Oui, le toutou, vous allez voir, il a un destin tragique, mais j'arrive pas. En filmant les personnages entre les 2 poteaux, il rajoute un cadre et finalement il les enferme de nouveau dans le cadre. Il y a certaines scènes où les personnages rentrent à peine dans le cadre. Suffit qu'un des acteurs bouge un peu à droite ou à gauche ou monte un peu la tête et il est plus dans le cadre, hein, tellement c'est serré. Et il y a une scène spécifique que vous verrez dans le film d'ici quelques minutes, donc où sans trop en dévoiler, la famille est en train de danser. Et le père va prendre le plus petit gamin de la fratrie, il va le mettre sur ses épaules. Et en fait, à ce moment-là, le cadre est tellement serré que Lumet est obligé de monter sa caméra. C'est-à-dire que s'il monte pas la caméra d'une dizaine de centimètres, le gamin est coupé par le cadre. Et donc, il va être obligé de grimper un petit peu parce qu'il les filme de façon très, très, très serrée. C'est aussi filmé comme ça d'un point de vue conceptuel, on va dire, avec tout ce qu'expliquait Damien, le sujet qui va jouer sur la forme. Il y a l'idée que cette famille que vous allez suivre maintenant, vraiment dans quelques minutes, est coincée, bloquée dans la vie qu'ils ont choisie. Et un des seuls plans larges qu'on verra, ce sera vers la fin du film, et on pourra en discuter tout à l'heure, justement, de ce que ça signifie, de ce que ça veut dire et tout ça. Ouais, il y a une technique qu'il utilise un peu dans le film dont on n'a pas parlé là. On regardera si jamais vous avez une idée, parce qu'on échangera tout à l'heure. On verra si vous avez aimé le film et si vous n'avez pas aimé, pourquoi vous avez tort. Et il y a une technique toute bête, hein. C'est jamais très compliqué. Il y a un truc dans le film qui permet de voir à quel point Lumet c'est à la fois sensible, humble et intelligent. Donc voilà. Pardon, je voulais te... Non, je t'en prie, c'est très bien. Tout dernier élément, et puis on s'arrêtera là-dessus. Un truc que j'ai pas vu beaucoup, on en a pas beaucoup parlé dans les trucs que j'ai lus sur Lumet, en fait, que je trouve qui est assez fort dans le film. C'est une idée toute bête qui est que la caméra ne bouge que quand il le faut. C'est-à-dire qu'elle reste statique, il a son trépied, il n'y a pas de zoom qui sert à rien, il n'y a pas de travelling qui aurait quelque chose à montrer si c'est pas le cas. Souvent, tant que les personnages ne bougent pas, si vous faites attention, la caméra ne bouge pas. Ou s'il n'y a pas un changement de dynamique dans une relation, d'hiérarchie, quelque chose comme ça. Donc la caméra filme les personnages et elle va les suivre dans leurs mouvements. De nouveau, ça donne un peu l'impression qu'on est avec eux aussi, ce côté un peu documentaire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le cinéma de Fincher, par exemple, pour citer quelqu'un d'autre qu'Olivier Marchal, comme ça c'est fait. C'est mieux parce que qui a probablement appris ça de Sidney Lumet. Il est assez fan de ça. Si vous avez vu le film The Social Network de Fincher, c'est un film qu'il a appelé comme ça en référence à un film de Lumet qui s'appelle Network. Donc ce que Network avait fait pour la télévision, Fincher a essayé de le faire pour les réseaux sociaux, pour Internet. Donc Fincher qui est fan de Lumet, mais qui n'est pas fan de Lumet exactement Je sais pas. Ça va être le moment de passer le film, et je suis sûr que après le film, vous serez vous aussi fan de Lumet. C'est le roi des transitions. Il est trop fort, il est trop fort.
Alors, merci de nous avoir écoutés aussi Merci beaucoup. attentivement. Merci beaucoup. Profitez bien du film et puis après le film, vous pouvez rester aussi dans la salle. On continuera la discussion et on a même prévu un quiz avec des petits lots à gagner. Donc restez dans les c'est pour parages. vous garder avec nous. Donc il y a des cadeaux. Voilà. Ouais. Mais seulement s'il y a les bonnes réponses, hein, on est d'accord. Oui, bien sûr. Bonne séance et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Running on Empty. Directed by Sidney Lumet. Par rapport au truc de mise en scène qu'on a dit avant, est-ce que vous avez vu quelque chose qui se passe dans le film qui irait peut-être dans le... Comment il met en scène, on va dire, comment ce jeune garçon se libère progressivement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a accroché l'œil ou pas du tout? Bon, si vous l'avez vu qu'une fois, c'est pas toujours facile, mais est-ce qu'il y a quelque chose de mise en scène qui vous a marqué? Les lunettes. Oui. Ah oui, il y a Elles cet accessoire des disparaissent. lunettes. Avec lesquels il joue sans Il arrêt. est sans arrêt en train de le mettre, elle le gêne. Ouais. Et puis, il me semble qu'à la fin, il les a pris. Non, dans le c'est tout à fait vrai. Dans le jeu, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que dès le premier coup de batte, elle tombe. On comprend tout de suite que c'est pas adapté, quoi. Oui. C'est quelque chose qu'il a dû récupérer quelque part. Ouais, on dirait un peu un appareil, enfin un truc superficiel de plus qu'il a mis sur sa vie Ça pour. le gêne. À chaque fois, Ouais. il est gêné par ça. Et nous, on en a marre qu'il tripote ses lunettes tout le long. Et même quand il jette le vélo au tout début, je crois que c'est pas fait exprès, mais il fait tomber ses lunettes par terre. Ouais. Est-ce qu'on peut, tu peux Je peux. juste deux, trois clichés du film pour. Alors moi, c'est mon interprétation encore. Hein, si c'est pas bon, c'est pas un problème. Hein, au début du film, on a quand même donc l'histoire de ce jeune homme qui va devenir adulte. C'est aussi une belle métaphore de l'adolescence, cette histoire de fuite et de se comprendre. Et bon, c'est un peu dégueulasse parce que c'est mon DVD, hein, mais c'est comme ça. En gros, au départ du film, on a la caméra qui est toujours clouée au sol. On a toujours la caméra qui traîne par terre. Donc lui, il passe son toit. Vous voyez, la caméra, elle est un peu cachée. Il y a les voitures menaçantes. On est obligé de ramper par terre pour se cacher. Donc il est empêché, il est enchaîné, quoi. Et en fait, au fur et à mesure du film, c'est-à-dire à partir du moment où il a la rencontre avec Lorna. Ah oui, ça c'est quand il apprend la mort de sa mère. Là, on est presque en une contre-plongée un peu angoissante. Et quand il va rencontrer Lorna, la caméra va commencer à s'élever. Là, on voit déjà, elle a un peu monté d'un cran. Là, il est en train de faire la musique, la première rencontre. Et si on continue, c'est pas mal ce rythme en fait. Voilà, là, il va découvrir la cuisine avec elle et tout. Et donc, il y a un lien d'amitié qui commence à se créer. La caméra monte encore un peu plus. Lui-même, là, pareil, Ben avait parlé de ce plan où la caméra est obligée de monter pour revoir cette famille un peu recomposée. Et quand on va encore plus loin, là, par exemple, là, il commence à réfléchir tout seul. La caméra commence déjà à être encore plus haute. D'accord ? Donc on voit l'élévation personnelle et individuelle surtout du garçon. Bon, ça c'est quand il monte dans l'arbre, il est obligé de s'élever aussi physiquement pour atteindre son amour. C'est vachement beau aussi. Et on finit sur ce plan-là. Vous savez, la liberté signifie que c'est élevé. Donc tout le film, c'est comment je me débarrasse de mes racines. Ce qui répond à la question que posait Lumet au départ. Et je trouve ça absolument magnifique. C'est tout bête. Comment on montre quelqu'un qui s'élève ? On montre la caméra. Sauf que quand c'est fait intelligemment, on le sent pas. On s'élève avec lui, mais on se dit pas, ah tiens, c'est vrai que la caméra est montée de 10 cm. Ça s'appelle du génie, hein, ça s'appelle Lumet. Voilà, c'était juste pour redonner deux, trois clés de lecture. Et on peut décliner comme ça tous les films de Lumet. C'est ça qui est incroyable. Et tout ce mouvement-là du bas vers le haut, vous avez vu 12 hommes en colère ? Film dans huis clos qui se passe dans une comment s'appelle ça, salle de délibération d'un jury. Et en gros, pour que quelqu'un soit condamné, il faut que les 12 soient d'accord. Donc ils votent coupable ou non coupable. Et donc ils font un premier tour de table, et il y en a 11 qui votent coupable et un qui dit non coupable. Donc c'est un jury qui doit discuter. Et donc lui, au fur et à mesure, il va essayer d'expliquer, non pas le triomphe de la vérité, mais le triomphe du doute. De toute façon, on l'a pas dit, mais le doute chez Lumet, c'est super important. Donc l'idée n'est pas, il est non coupable, faut le sauver. Il dit, est-ce qu'on a des doutes suffisants pour pas le condamner comme ça ? Ce qu'il faut aussi le lien avec Daniel et la chaise électrique, enfin bon bref, ça tisse dans tous les sens. Ce qu'il fait dans 12 hommes en colère, il fait exactement le mouvement inverse. C'est-à-dire qu'au début, on a le plan de la salle de délibération vue de haut. C'est aéré, on va dire. Les gens s'installent, ils se connaissent pas encore. Et plus le film avance, plus la caméra descend, pour faire apparaître le plafond au fur et à mesure, pour que ça devienne plus claustrophobique. Donc ça, c'est comment il a utilisé deux techniques sur deux sujets totalement différents, à l'inverse l'une de l'autre, pour raconter deux choses. Voilà, c'est mortel, c'est Lumet. Vous en avez pensé quoi, vous Moi, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que votre choix sur l'héritage, il est vraiment bien adapté, bien trouvé. Ah, c'est cool. Du premier coup. C'est vraiment bien. Avec l'explication que vous aviez faite au début, du coup, ça permet d'apprécier ça encore plus et c'était vraiment bien. Magnifique. Et après, en fait, vous aviez aussi, après, je sais pas si
Mais j'ai trouvé que l'héroïne, c'était la maman. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais oui. Vous avez raison. C'était ma... Dans les questions que vous aviez posées. Ah, tout à fait. Et, Je suis entièrement d'accord. Et du coup, autant ce soir, on se demandait si on s'était pas trompé de salle, et on a bien fait de rester, parce que c'était vraiment super ce soir, d'être accompagné pour apprécier ce film. Et j'ai hâte de découvrir tout le monde, tout l'univers de ce réalisateur. Beaucoup, hein, il y a 44 films, hein, c'est vaste. Hein. Vraiment, merci pour le retour. D'accord, ouais, je pense aussi que le personnage principal du film, c'est la mère. Et je crois que c'était Cinéma est mort qui disait ça doit être dans les bonus de Daniel, il disait que le personnage de Ciné Lumet, c'est un personnage qui se pose des questions, qui se remet en question, qui se pose des questions et qui doute. Et pour moi, Danny ne se pose pas vraiment de questions. Il est un peu promenant comme ça. Et pour moi, le personnage central qui se pose des questions et qui se remet en question et qui doute sur sa façon de faire, ce qu'elle va léguer, etc., c'est vraiment le personnage de la mère, et qui est en plus interprété. Christine Lati, elle s'appelle. Elle est incroyable, inoubliable. Et même qui agit pour amener des vraies décisions, en fait, qui ne sont pas forcément prises par elle, mais c'est ses actions qui font que. Ça, j'ai bien aimé. Et il y a quelque chose que vous avez dit au début, c'est que j'ai peut-être pas compris, mais en fait, il a pris ce script qui n'était pas. Qui n'était pas de lui, qui était pas prévu. Il est tombé dessus et il s'est dit, c'est ça, moi je veux le faire, quoi. D'accord, c'est-à-dire que dans le monde du cinéma, comme ça, il y a des scripts que les gens peuvent. C'était commandité par un studio, c'est resté 3 ans dans un tiroir, il est tombé dessus parce qu'il avait un contrat avec ce studio-là, il me semble, à l'époque. Il devait leur faire des films pour des budgets réduits, donc il a regardé dans ce qu'ils avaient en stock et il a trouvé que ce truc-là était parfait, donc il est parti dessus. Puis autrement, ce que j'ai aimé aussi, c'est retourner dans ce monde-là, qui est complètement différent de notre monde d'aujourd'hui, et qui nous fait apprécier en fait les différences. Mais justement d'être conscient de cette évolution dont on est les premiers acteurs vis-à-vis de nos enfants. Bien sûr. C'est super intéressant. C'est vraiment, en tant que parent, c'est vraiment intéressant. Après, le père est pas mis en reste non plus. Enfin, il y a 2 prises de conscience en fait. Lui, c'est ce que je trouve assez beau, mais ça pas fort d'avoir vu le film. Lui, il comprend qu'il va perdre son fils parce qu'il est amoureux. Elle comprend qu'elle va perdre son fils parce qu'il va être musicien. Donc il y a à la fois l'amour d'un côté, la musique de l'autre, et chacun son moment seul, ça aussi lui mettre. C'est pour ça que c'est génial. C'est parce qu'il va accorder un moment à tout le monde. Il va quand même accorder ce moment où quand il rentre, il dit est-ce que tu as une relation avec elle, et il l'embrasse et il est content pour son fils, mais il sait c'est le début de la fin, en tout cas de la cellule familiale telle qu'on l'avait. Et de l'autre côté, elle, c'est quand elle comprend que il est talentueux et qu'il a commencé à faire des choix sans elle. À ce moment où elle a un peu de faiblesse dans la rue, là, où elle accuse le coup, quoi. Et ça, c'est bien parce que même si c'est elle qui, quand même, bouffe l'écran, il faut le dire, quoi, l'autre est pas mis en reste non plus. Ça, c'est l'intelligence de la mise en scène de Lumet, hein, ça. Oui, je dirais même que, je sais pas, c'est une interprétation comme ça, mais, que chaque parent, personnifie une lutte. Parce que le père, il a beaucoup de remarques du genre, la musique classique, c'est pour la classe bourgeoise, etc. Le rock'n'roll, c'est plus populaire, etc. Donc il personnifierait la lutte des classes un peu. Et puis la mère de son côté, elle est systématiquement, ses prises de décision sont systématiquement remises en question, comme si c'est pas elle qui avait eu l'idée. Il y a Gus qui lui dit oui, en fait tu fais que suivre Arthur. Son père aussi lui dit que c'était l'idée d'Arthur. Elle lui dit non, c'était mon choix, mon idée. Et encore après. Et Arthur pense que c'est le professeur Phillips qui lui a mis des choses dans la tête par rapport. Et donc ça pourrait. Il y en a une encore comme ça, c'est-à-dire quand elle devait expliquer à son mari qu'elle a demandé à son père de prendre en charge Danny, il dit c'est Danny qui a voulu, je sais plus ce qu'il. Tout de suite il pense que ça peut pas être son idéal toute seule. C'est ça. Donc c'est pas mal parce qu'ils ont quand même des défauts. Il est un peu agaçant le père quand même. Et là il y a ce truc un peu patriarcal du genre t'as pas pu prendre une décision pareille toute seule, quoi. Alors qu'elle affirme que l'idée de faire sauter l'usine, c'était la sienne. Oui, elle le revendique même. C'est fort. C'est bon la scène avec le père. En plus, moi j'étais là, je voyais qu'elle arrivait, j'étais là.
s'effondre à la fin, quoi, mais sans que même elle le voit. C'est incroyable, hein. Ouais, ce petit. Et sans dialogue de Il nouveau. sait pas s'il doit la retenir, lui dire encore quelques mots. Ce petit sanglot du père, là, c'est bon, c'est un Il s'avance truc. un peu, je vais dire encore un truc, mais elle est plus là déjà. Oui. C'est... En fait, il est jamais dans la caricature. Non. Parce qu'on pourrait penser que pour s'émanciper de cette famille, ça pourrait être une famille. En même temps, c'est une famille aimante qui est géniale. On a envie d'être dans cette famille, en fait. Et en même temps, il faut s'en extraire. C'est ça qui est beau, je trouve. C'est une belle métaphore de l'adolescence. Après, il y avait Voilà, c'est ça. un proverbe, je sais pas d'où il sort, et je suis pas forcément totalement d'accord, mais il y a cette idée qu'au départ, ses parents, enfin nos parents, on les aime. Ensuite, on a tendance à les détester, et en troisième temps, on leur pardonne. Et finalement, je trouve que le film résume pas mal tout ça. C'est-à-dire que j'ai compris, vous avez fait des conneries, maintenant il est temps que je... Mais tout en suivant le chemin de la mer, quand même, ce qui est toujours un petit peu... Voilà. Il y a le lien qui se fait par la grand-mère, même. Oui. Parce qu'il y a cette... Enfin, il repère la photo sur le programme. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'a échappé. C'est ça qui nous amène vers la scène avec le père. Ouais. Le regroupement, enfin le chemin que fait Danny de son côté. Et tout à fait. Au niveau narratif, on a cette approche-là. Et ça passe par l'audition et la musique. Enfin, c'est toute la partie, on va dire, maternelle de la famille. Elle est vraiment représentée par l'apprentissage de la musique, par les arts. On comprend que c'est un autre milieu que ce qu'aurait pu être la famille du côté paternel, par exemple. Tout à fait d'accord. Juste le dentiste, je trouve qu'il sort un peu nulle part. C'est un mec qui faisait partie du groupe, mais qui est pas passé clandestin, quoi. Ouais, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il lui dit, tu vis la vie, quoi. Bah oui, parce que lui, à l'inverse, il se fait chier dans son truc de dentiste. Ouais, en même temps, il a pas enfin, il devrait comprendre que la vie qu'ils ont. Bah parce qu'il idéalise ce qu'il a pas, quoi. Ouais, voilà, oui, ok, d'accord, j'accepte. Vision romantique. Oui. C'est ça qui est horrible, c'est que peut-être tous ceux qui ne vivent, enfin, leurs anciens camarades de lutte, qui les envient d'avoir fait ça et de vivre cette vie de clandestinité un peu sulfureuse, etc. Alors que c'est une prison pour eux. Oui, non, d'accord, ok. C'est un peu l'exception aussi, celui qui est devenu dentiste, parce que la nana qui échange le camion au début et qui donne les nouvelles de la mort de la mère, enfin, c'est pas, ça reste des gens qui sont semi-clandestins. Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est une réalité historique que je découvre sur cet aspect-là, sur ces existences de réseau. Ça me donne envie d'aller me documenter sur le sujet parce que c'est assez vertigineux. Même si les États-Unis c'est grand, la cavale et la planque comme ça, et qu'il y a un réseau qui reste pendant une dizaine d'années, même peut-être 14, je crois, ils sont disparus vraiment plus. Bien sûr. C'est assez vertigineux. Et avec différentes mouvances, on voit que Gus, il a pas la même idée du militantisme que la famille qu'on suit. Ça pose. Moi, j'avoue que le personnage de Gus, il m'énerve un petit peu. Il est adorable. C'est des scènes que j'aime pas trop, mais je pense que c'est parce qu'il fait un peu douter la mère. Ouais, mais oui, mais c'est ça qui est important. Et que c'est un personnage que j'aime tellement que non, tu te fais pas tripoter le pied par cet homme. Non, j'entends, mais elle rêve aussi de... On sent qu'ils ont été amants avant, qu'il reste quelque chose, et là, c'est génial, c'est qu'en mettant ce défaut à l'intérieur du cœur de la mère, on la déteste pas pour autant. Non, bien sûr. Ouais, mais ça, c'est... Voilà, et je déteste Gus, par contre. Oui, alors oui, bon, c'est pas personnel. Il vient avec des flingues. Oui, par contre, effectivement, c'est à cause de sa faute s'ils doivent partir à la fin parce qu'ils volent la carte de crédit. Je suis d'accord. Ça pose la question de copain relou, la violence dans ces luttes, dans ces luttes d'opposition aussi. Hein, je suis d'accord. La question des moyens mis en œuvre pour atteindre l'objectif, etc. Bah, t'as eux qui sont des anciens activistes qui sont en cavale, t'as celui qui s'est rangé qui est devenu dentiste, t'as celui qui est devenu ultra violent qui veut juste du fric, et puis il y a cette femme qui lui qui change la voiture, dont effectivement on pressent qu'elle est encore active. Mais ils ont pas le temps d'en parler. Parce que faut elle est le relais du réseau. Ou quelque chose comme c'est ça. Ouais. Il y en a plein, parce qu'ils trouvent des baraques, il y a du soutien de partout. Oui. Et puis ils ont des combines aussi à récupérer des choses aux objets perdus, aller faire le tour de nécrologie pour trouver un nom qui a disparu récemment pour pouvoir reprendre l'identité, des choses comme ça. Enfin, tout est...
Il y a un élément que j'avais, à force de le revoir, là. J'aime bien cette idée du piano silencieux qu'il a pendant tout le film. J'allais parler de ça. Pour Ah, moi, voilà. c'était ça l'objet. C'est super poétique, La ça. question que vous posiez, c'était ça pour moi. C'est le lien. Ouais. On connaît pas la fin, on dit pourquoi. Mais vas-y. Ah non, mais c'était ça, c'est que il est empêché de s'exprimer. Il peut même pas s'exprimer musicalement. Alors tu le fais en silence ou dans ta tête ou avec des écouteurs. Et en fait, tout son trajet, c'est maintenant la musique. En gros, mon cœur, on va l'entendre, quoi. Ça, c'est quand même très très beau. Et juste cette idée du piano silencieux pour enfin arriver sur le truc. D'ailleurs, moi, quand je regardais le film la première fois, j'étais persuadé qu'il allait se planter à l'audition. Et non. On sait pas si c'est si bien joué que ça ou pas, en fait. Oui. Pas vraiment, parce On voit quand même les on voit quasiment tout le temps jouer. À la sur le classe, truc, quoi. Il joue mieux que sa mère. Au niveau de- Alors c'est beau quand ils jouent tous les deux et que sans rien dire, lui, qu'est-ce qui se passe? Je pense, on a presque l'impression qu'à sa façon de jouer, sa mère, il sent qu'il y a un truc qui va pas. Bon, bah, ça c'est des idées merveilleuses. Hein. Mais sur le piano, donc moi le piano silencieux, j'avais pas fait ce lien-là, mais je voyais surtout que ils déménageaient tout le temps, ils avaient rien sauf ça. Oui. Et en fait, ça, c'était le lien justement vers sa maman et justement vers sa liberté après. Et vers le père. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est l'objet qui est un qui va faire justement ce chemin-là avec lui et qui est super étonnant parce que moi, j'avais jamais vu un piano silencieux, transportable. Et ça devait être à l'époque, quoi, mais je connaissais pas du tout. Qui garde pas à la fin d'ailleurs. Ça m'a interpellé et quand on connaît la fin, après, Oui, c'est vrai qu'à la fin, il en a plus besoin. il y en a plus besoin, il est libre. Non, c'est vrai. Dans la discussion au restaurant, on comprend que c'est quelque chose que la mère avait déjà. Oui. Donc, qui probablement vient de sa famille aussi, peut-être déjà de son père ou de sa mère. Ouais, c'est vrai. Aussi. Parce qu'elle lui demande si elle a toujours le truc pour s'entraîner. Ouais. Bah, c'est là qu'on comprend qu'elle est une musicienne frustrée. Et donc, c'est aussi par ça, c'est parce qu'elle a cette sensibilité en commun avec son fils qu'elle dit moi, je sais ce que c'est de ne pas pouvoir m'exprimer, pourquoi est-ce que je continuerai à le contenir, quoi. C'est comme très beau, quoi. Le choix des morceaux, il est vraiment génial. C'est bien, hein. C'est magnifique. C'est trop beau. Moi, la scène de danse, elle me... La scène de danse au milieu, elle est magnifique. Ah, dans le danse dans la famille, tu veux dire. Oui. Au moment de l'anniversaire. Et quand ça revient à la fin, c'est pas la chanson originale qu'on entend, c'est le souvenir de cette soirée-là, et il y a une petite réverb à la fin, ça disparaît. Non, j'ai pas entendu ça. Pardon ? C'est un flashback sonore, un petit peu. C'est un flashback sonore. Et surtout, le son se perd. Ça fait pas un fondu normal. Ça se perd un peu en réverb comme ça. Il y a quelque chose. Il y a un truc qui est déjà en train de se dissiper. On va s'en souvenir, mais c'est déjà. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends. Après, chacun peut. Mais comme là, on va de l'avant en acceptant son passé, c'est normal qu'il y ait un flashback. Ok. Ah, c'est bien, c'est bon, très bien. On retombe Ouais, sur. 50 podcasts, hein, ça. Non, mais cette scène de danse, elle est vraiment incroyable. Et en plus, ça illustre vraiment la séparation de la famille, parce qu'au début, c'est le père qui danse avec Lorna. Ouais. Et puis il donne le bras, et puis à la fin de la scène, on a vraiment d'un côté les parents et le petit frère, et de l'autre côté le slow entre les deux amoureux. Donc en fait, la scission, on a déjà la fin du film presque devant nous, quoi. C'est ça qu'on voit. Pardon, excusez-moi. La maman tout à l'heure me parlait elle n'a pas pu se réaliser en tant que musicienne, mais elle l'a choisi elle. Et pour son fils, elle se rend bien compte que c'est pas le choix de son fils. Et tout le long du film, vous avez dit que c'était pas un thriller. Mais moi, j'ai eu peur de savoir si les parents allaient effacer leur ado, qu'il n'allait pas pouvoir. Si lui allait s'effacer pour ses parents, et s'il y allait avoir une solution. Moi, je pensais que ça allait finir par l'arrestation la première fois que je l'ai vu. Parce que il y a ce truc qui redoute sans arrêt. C'est l'effacement. Ouais, c'est vrai. Il y a un enfant qui, normalement, écrit sa vie à ce moment-là, et j'ai cette peur constante qu'il ne puisse pas écrire sa vie. Ouais. Et surtout que tout est à écrire encore, à la fin. Ouais. En gros, il lui a donné le papier et le stylo, mais qu'est-ce que j'écris, quoi. C'est un peu comme les films, l'histoire d'amour, où en gros, à la fin, on s'embrasse, on s'aime, c'est la fin. Non, en fait, c'est le début, quoi. Et là, c'est vraiment le début pour lui. D'ailleurs, il se sent libre, mais il a peur, quoi. C'est la flippe. C'est un vertige. C'est compliqué. 7 ans, c'est raide, hein. C'est un peu raide, ouais. Je dirais comme ça aussi. La saison 2 qui est la suite. Alors voilà, ça c'est bien qu'il ne fasse pas ça. C'est le petit moment que j'ai eu à la fin, je me dis, mais elle est très suite. Ah non, la suite, c'est nous qui devons la faire. C'est rigolo pour voir ce c'est le petit frère, quoi. Il n'est pas très développé, le petit frère. Oui, il est là juste pour
donner du temps à la mère. Là, la justification que je vois, c'est de dire, ok, je ne rends pas maintenant, et du coup, on peut faire cette fin-là, parce que il faut tenir encore 10 ans avec le petit dans son slip Congo, là. Et qui, enfin, même au moment où son frangin part, il est pas. Non, il est absent. Non, il pourrait être collé un peu à la vitre ou quoi. Il s'en fout. Alors ouais, c'est un peu bizarre ça. C'est un peu bizarre. Ouais. Il faut pas très développer le personnage. Avec le grand qui sort, il a les parents pour lui tout seul, ça peut être un grand moment de. Et lui encore dans le moment où il trouve ça fun de partir à chaque fois, de changer et tout, on voit moins râler quoi. Il y a un sens quand même là-dessus. Ouais, il est pas si content que ça à la fin. Hein. Quand le père leur annonce qu'ils vont partir, il se cache la tête dans l'oreille. Il n'a pas envie. Hein. Quand il laisse le grand frère. Quand il laisse le grand, il y a pas des cris déchirants dans la voiture. Il y a pas de. Non. Il a laissé le chien aussi. Oui, le chien. C'est vrai. Il a perdu son chien au début, alors il l'a mauvaise. Hein. Au début le chien, à la fin le frangin. Voilà. J'ai toujours l'impression qu'il était très mature. Oui. Qu'il avait une émotion très mature sur l'ensemble du film. Ouais. Il arrive à faire le troc de la carte de baseball et à emmener lui-même de l'argent à la famille, etc. Mais c'est le seul qui fait des blagues un peu. C'est un peu le comic relief du film. Il a une tête qui me fait penser au personnage de Mad Magazine. Un peu, ouais. D'accord. Il ressemble un peu. Je sais pas, dans le sourire, avec les dents. Mais ce qu'on peut imaginer, si on imagine la suite, c'est que l'émancipation du petit frère va aller beaucoup plus vite. Voilà. Et là, c'est bien mis en scène, ça, du coup. C'est l'idée, maintenant, vous avez laissé partir mon grand frère, je reste pas avec vous dans vos pattes encore 15 ans avec les problèmes que j'ai pas choisis. Donc, pour eux, la suite de l'histoire est à faire aussi. Elle dit à un moment que peut-être que le jour où il sera adulte, elle se rendra. Parce qu'elle en a marre de fuir. On sait pas, s'ils le feront ou pas. Ouais, c'est assez affreux. Et le petit frère, ça sera peut-être par la cuisine, c'est-à-dire la voix du père. Parce qu'on le voit plusieurs fois cuisiner sur les scènes, on le voit préparer à manger, etc. Peut-être que lui, il choisira plutôt la voix paternelle. Alors ces relations parent-enfant, Lumet, il a fait ça tout le temps. Quelqu'un a vu 7h58 ce samedi-là? Son tout dernier film, 2007. Pareil, prévoyez de vous coucher après parce que c'est un film qui nous vide les larmes, c'est incroyable. Et c'est aussi ces histoires de est-ce que j'en veux à mes parents ou pas, qu'est-ce que j'en fais, et c'est ça travaille ce truc-là. Et ce qui est génial, c'est que c'est jamais la même chose. C'est comme toutes les histoires d'amour, on peut faire 40 000 histoires d'amour, on va jamais s'emmerder. Et là, c'est pareil pour les histoires de famille. Et Lumet, il a vraiment eu ce truc-là jusqu'au bout, quoi. Et quand on voit son dernier film, c'est avec Philippe Seymour Hoffman. Et Ethan Hawke, ouais, et comment ça s'appelle Marissa Tomei. Marissa Tomei, voilà, qui est superbe aussi. Et pareil, il a une histoire ultra déchirante, et on voit comment il réactualise sa mise en scène aussi, avec cette fois dans un contexte un peu plus de polar, on va dire. C'est plus polar. Mais voler de l'argent, ses parents, c'est pas juste voler de l'argent, c'est qu'est-ce qu'on récupère, qu'est-ce qu'on n'a pas eu, quoi. Et donc les deux frangins sont pas d'accord. Parce que le pitch de ce film-là, 7h58 ce samedi-là, c'est deux frères un frère qui décide, mais qui pousse un peu son deuxième frère, à braquer la bijouterie de leurs propres parents. Et c'est un braquage qui se passe mal, et ensuite c'est tout le film parle des conséquences. Voilà. Donc voilà, si vous pouvez voir celui-là, c'est vraiment magnifique. Et puis aussi l'idée, le doute sur la parenté, sur la parentalité plutôt. C'est est-ce que je suis vraiment le fils de mon père ou pas? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de haine entre nous? Est-ce que ça veut dire qu'on est du même sang ou justement ça veut dire qu'on l'est pas? Tout ça, ça traîne en dessous, et ça peut être aussi un film qui peut être vu comme un bon polar, quoi. Et voilà, donc c'est absolument merveilleux. Ça aurait pu fonctionner sous le thème des patrimoines aussi. Oui. Complètement. Oui. Là, j'aurais eu encore plus de mal à parler après, je pense. Oui, si. Celui-là, il me termine. À noter juste que comme on parlait de drame, il a pas fait que des drames, il a aussi fait des choses un peu plus légères. Mais on va dire, comme il dit, c'est pas forcément ce qui fait le plus, c'est pas ce qui fait le mieux. Mais il a aussi une sensibilité, il y a une certaine légèreté quand même chez Lumet. C'est pas toujours le doom intégral, on est tous corrompus. Là, il y a des moments où les gens se marraient. Ouais, mais ça m'a fait plaisir d'entendre 2-3 rires quand même. Et après, il y a Family Business qui est clairement une comédie pour le coup. Ouais, peut-être, vous l'avez vu celui-là avec Dustin Hoffman, Matthew Broderick et Sean Connery. Voilà, on a 3 générations de cambrioleurs. C'est le grand-père, le père et le fils. Voilà.
C'est le fils qui propose à son grand-père de faire un casse ensemble, et donc ils vont en troisième personne du trinôme. Ils vont recruter le père qui est la génération et qui veut pas vraiment y aller. Non, pas tellement, non. Et là encore, c'est encore un film qui vraiment, à partir de son milieu de filmographie, c'est une limite, les relations familiales et la question du patrimoine et de l'héritage, c'est quelque chose qui l'a un peu obsédé. Oui. Il y a une anecdote, si vous voulez voir un petit peu plus ce que fait Lumet, il y a un documentaire qui s'appelle By Ciné Lumet qui est de 2009, 3 ou 4 ans avant qu'il meure, par Nancy Brisky, et il raconte une anecdote au début assez dark. Il raconte que quand il était jeune, très jeune, il a pris le train un moment, et il a été témoin d'une scène d'agression sexuelle absolument atroce, et il a rien fait. Il est très jeune, il a eu peur, ils étaient plusieurs, donc il a rien fait. Et ça lui est resté. Il s'est dit, mais pourquoi j'ai rien fait? Et ce doute et cette culpabilité, il l'a traîné toute sa vie, et c'est quelque chose qu'il a mis en scène dans ses films. C'est pour ça que c'est vachement intéressant aussi de voir, parce qu'il partage pas beaucoup d'éléments biographiques en fait, Ciné Lumet. Mais celui-là, ça ouvre le documentaire. Donc c'est pas rien. Quand Ciné parle, on écoute. Et quand Ciné écrit, on le lit. Et quand Ciné écrit, on le lit. Voilà. Donc c'était quelqu'un de torturé, mais qui a toujours fait preuve de bienveillance quand même dans ses tournages. Il raconte qu'une fois, il s'est énervé dans un vieux film des années 60 où à un moment, il a giflé une actrice pour provoquer des larmes. Et il le dit dans le bouquin, il le reconnaît déjà. Il se dit tout de suite, c'est un truc que je ne ferai plus jamais de ma vie. Il a dit, j'en ai eu la nausée, quoi. Voilà, c'est ça. Donc Lumet aussi, lui, à l'intérieur de lui, il a ces trucs-là, quoi. Il y a une zone, il est gris. Voilà. Il est pas ni dans le blanc ni dans le noir, il a toujours la zone dans le gris. C'est le roi du gris. Et c'est pour ça que c'est intéressant, 12 ans en colère. Moi, c'est un film que j'avais tendance à mettre à part parce que c'est un film qui se finit de manière, on va dire, ouverte, optimiste. Ça y est, il a réussi à retourner le jury. Mais le 12 ans en colère, c'est pas le triomphe de la vérité, c'est le triomphe du doute. Ouais, parce que t'en sais rien à la fin, en fait. C'est juste qu'il le gamin est peut-être coupable. Ouais, tu sais pas. C'est juste que ils sont pas sûrs et que s'ils appliquent la loi telle qu'elle est reasonable doubt, ils doivent le laisser partir. C'est ça. Et ça va jusqu'à des trucs, le mec qui ramène un couteau au jury en disant bah moi j'ai le même couteau que lui, donc ça peut être moi. Ouais, c'est ça. On va faire ça normalement. En théorie, non. Donc ouais, c'est le triomphe du doute. Je sais pas, je pense qu'on peut vous écouter si vous avez encore des choses à nous dire. Moi j'avais une question, c'est quand vous avez dit après ce film-là, pas celui-là mais l'autre, j'aurais eu plus de mal à parler qu'encore. C'est comment quand vous avez plus de mal à parler? Ok. J'accepte le point. Parce que là, t'as du mal à parler, là. Alors, si jamais vous vous penchez sur ce qu'on fait comme podcast, vous allez voir qu'il y a 2-3 fois où je m'étrangle. Et ça s'entend. Ça, c'est déjà arrivé. Mais ça ne nous empêche pas de faire des émissions de 6 heures. Ah oui, par contre, les épisodes sont longs. Hein. Ouais. Si jamais vous vous écoutez, alors c'est épisode très long, je sais, mais ça s'écoute saucissonné comme vous voulez, quoi. On fait 3 films par épisode, donc même si l'épisode dure 4 heures, ça fait 1 heure et quelques par épisode. Sauf si on fait Michael Mann, où là ça prend 2 heures. Mais on n'a pas encore fait Kubrick, mais on a encore des choses à faire. Mon frère, ça lui fait toute la semaine dans le métro. Hein. On met c'est Franck qui gère tout ça, il met tout un habillage sonore, on a déjà des gens qui nous écoutent sur la route. Et quand il met un coup de klaxon dans le podcast, il y a des mecs qui se sont dit putain, j'ai cru que c'était juste là. Donc il y a une espèce d'immersion qui est assez cool. On nous a même déjà proposé de faire le chauffeur, c'est-à-dire quand même vous êtes dans une voiture, c'est peut-être pas sécure. Vous voulez peut-être qu'on vous conduise. C'est clair. Bah, on vous remercie beaucoup pour votre attention. Normalement, vous repartez avec la chanson de James Taylor en tête sur le trajet retour. You gotta help me make a stand. Just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I see fire and I see rain. Seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find